Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je vais bien. Les gars, convoquez-moi le ministre Touré Mamadou, parce qu'il y a une vidéo qu'il faut qu'il voit. Il faut qu'il regarde cette vidéo-là pour qu'il puisse comprendre. Parce qu'il fait semblant d'ignorer comme ils sont venus au pouvoir. Nous avons tous écouté hier la sortie de Monsieur Touré Mamadou, et c'est toujours lui, hein. C'est toujours lui depuis un bon moment. Si ce n'est pas Touré Mamadou, c'est bien évidemment si c'est Ibrahim Bakongo. Quand ce n'est pas CC Ibrahim Bakogo, c'est à Djoumani. Dernièrement, Adama Bitogo s'est un peu calmé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est devenu un peu le maire de Yopougon qu'il est calme comme ça, ou c'est parce qu'il a d'autres aspirations, peut-être présidentielles, qu'il est calme comme ça. Même s'il sort pour apporter son soutien à la candidature d'Alassane Ouattara, qui n'est pas une surprise pour nous, s'ils ont fait un troisième mandat anticonstitutionnel, nous savons qu'ils feront donc un quatrième mandat et qu'ensuite, s'il est vivant, ils continueront à tenter un cinquième, un sixième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il décède. C'est ça la volonté d'Alassane Ouattara, garder le pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Peu importe si le président Laurent Gbagbo décide aujourd'hui de ne plus se présenter, Alassane Ouattara ne changera pas le fusil d'épaule, car son intention légitime, son intention cachée a toujours été de demeurer président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vais vous montrer ici la vidéo de IB. Pour ceux qui souvent ne savent pas comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir, ou même qui doutent, même dans son propre camp, il faut écouter la vidéo de IB et cette vidéo est largement suffisante pour répondre à Touré Mamadou sur sa sortie d'hier. Vous voyez la sortie qu'on a postée ici hier, qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où il s'en prend au président Laurent Gbagbo parce qu'il aurait refusé de passer sur le troisième pont d'Alassane Ouattara et où il dit que le président est un homme jaloux. Tout simplement parce qu'il a refusé de prendre l'itinéraire que vous avez décidé qu'il prenne. Il a décidé de partir sur l'itinéraire que ces gars eux-mêmes ont bien voulu qu'ils prennent. Donc ça vous énerve. Ces gens qui sont au pouvoir oublient souvent une chose. Quand on est opposant, on est normalement fait pour s'opposer. Opposant signifie opposition. Opposition signifie être opposé au parti au pouvoir, à ceux qui gouvernent. Vous n'êtes pas d'accord avec eux. Vous pouvez les apprécier de temps en temps quand quelque chose est bien fait, mais votre fonction principale, c'est de vous opposer à leurs actions, à leurs actes, et en proposant mieux. C'est ce que le président Laurent Gbagbo fait. Il est différent des opposants comme Charles Blé Goulet. Il est différent des opposants qui passent le temps à tout simplement mener un combat politique pour la fin d'exil, pour ceci, cela. Non, le président Laurent Gbagbo attaque les réalisations de M. Alassane Ouattara. Il attaque Ouattara sur le plan politique, mais de la gérance du pays. Il n'est pas simplement concentré sur le fait que son nom soit inscrit sur les listes électorales. Il a d'ailleurs dit que c'est pour lui un combat qui n'est pas tellement intéressant. Le combat le plus intéressant, c'est d'aller aux élections, c'est de rapporter la victoire finale des élections présidentielles en 2025. C'est donc de récupérer la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2025. C'est ça le combat prioritaire du président Laurent Gbagbo. Et ce combat-là, nous avons tous compris qu'il ne va pas mesurer les moyens pour aller mener ce combat-là. Il est déterminé. Et chaque jour où il sort, il est encore plus rajeuni, il est encore plus frais, plus beau, plus fort. Et donc, nous avons la conviction qu'il va gagner ce combat. Maintenant, pour la réponse de Touré Mamadou, ce n'est pas nous qui allons répondre, mais c'est IB. IB qui a porté les armes pour que M. Ouattara vienne au pouvoir. Là, tu m'écoutes cette vidéo. Notre combat va aboutir. Notre combat va aboutir parce qu'on croit en Dieu. Si Dieu est vraiment vrai, si Dieu est vraiment vrai, je ne crois pas que nous allons échouer. Parce que quand je prenais l'engagement devant Dieu, comme je vous le disais, en 4 murs, j'ai dit Dieu, ce que je vais faire là, si le peuple, si vraiment je ne suis pas dans la vérité, ne me donne pas les moyens. Si ce que je veux lancer comme opération militaire, si ça va créer une situation où il aura assez de souffrance, où nous ne sommes pas sur la vérité, ne me donne pas les moyens. Parce qu'au moment où je demandais, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas d'âme, je n'avais pas l'argent. Mais Dieu, si ce que nous allons faire doit ramener la justice, la paix, l'égalité entre les Ivoiriens, donne-moi les moyens. Et Dieu m'a donné les moyens. Ce n'est même pas un nom, je dis bien un ami qui m'a donné les moyens. Voilà comment je me suis engagé. C'est pourquoi je dis, je ne regrette pas. Si ce n'était pas la voix de Dieu, je n'aurais pas reçu les moyens. Donc, chers parents, chers frères, chers amis, je voulais vous rassurer d'une chose.
que beaucoup de choses se sont passées en zone CNO. Il y a eu tuerie, vol, pillage, plein de choses qui ont sali le nom de la rébellion avant mon arrestation. Mais sachez une chose, c'est que je dis toujours cela à mes jeunes frères. Quand tu t'engages dans quelque chose, engage-toi dans la sincérité. Depuis que la rébellion a quitté la voie originale, c'est-à-dire la voie de la protection du peuple, la rébellion n'a plus avancé. Elle s'est arrêtée. Elle n'a plus progressé. Elle n'a fait que des victimes. Nous nous sommes repliés. Et puis on s'est dit, bon, on ne fait plus rien. Comme il y a des élections, pour ne pas qu'on dise que c'est IB qui s'oppose aux élections. C'est IB qui ne veut pas la paix. Il dit, restez radio silence, préparons-nous, parce que on n'est pas Dieu, on n'est pas des divins. Mais quand tu connais la vérité, quand tu sais la réalité du terrain, nous on était convaincus d'une chose, que ces élections allaient se terminer par les armes. Donc, préparons-nous en conséquence. Et nous sommes préparés. Ils sont là des élections. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Nous voici. Et ils n'ont pas trouvé autre solution, c'est de prendre les armes pour venir attaquer à Bobo et à Nyama. Et Dieu merci, malgré les maigres moyens que nous avions, avec vos bénédictions, nous avons pu tenir la résistance. Nous nous sommes battus comme on pouvait. On a résisté. Progressivement, doucement, on a pu s'armer sur eux, sur nos adversaires, parce que c'est sûr on s'armait. Quand ils tombaient dans nos embuscades, ça nous permettait d'avoir un peu d'armes. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas réussir ce que nous avons réussi. On n'a pas besoin de se taper la poitrine. C'est faux. C'est pas parce qu'on est fort. C'est pas parce qu'on est miraculeux. Mais c'est Dieu qui a tout réalisé. Nous ne sommes que des simples acteurs. Nous sommes des employés du peuple et des serviteurs de Dieu. C'est tout. Et c'est ça notre mission. Nous avons déstabilisé le commandement de l'état-major des Fancy par notre résistance. C'est ça la réalité. Ils ont tout essayé. Ils ont envoyé, comment on appelle, le SECOS. Ils ont envoyé la BAE. Ils ont envoyé le bataillon blindé. Ils ont envoyé le BAZA. Ils ont envoyé toute la coalition. Tous les chefs que nous connaissons, nous avons fait l'école ensemble, militaire ensemble. Nous nous connaissons. Ils ont envoyé tout ce qui était comme force ivoirienne. Ils n'ont pas pu contre vos enfants. Grâce à vos bénédictions, grâce à Dieu. Mais je pense que c'est ce qu'il faut reconnaître, au lieu de raconter ce qui n'est pas vrai. Mais malgré ça, certains se sont assis pour vilipender ce grand travail, pour dire non, ils ne sont rien, ils n'ont rien fait. Mais ce n'est pas grave. Mais Dieu sait ce qui s'est passé. La vérité est là aujourd'hui. Nous avons lancé l'offensive pour libérer certains de nos frères qui étaient à la Maka. Et de là, nous avons lancé l'opération sur Yopougon le même jour, en 24 heures. Nous avons nettoyé Yopougon à grande moitié. Il restait Nyangon. Mais ce n'est pas facile. Yopougon, c'est grand. Avec tous les miliciens. Mais nous l'avons fait. Tout combat se fait avec stratégie. On ne se lève pas comme ça avec des armes pour dire parce qu'il y a des armes et puis se jeter sur le terrain. Ce n'est pas ça le combat. Ça s'étudie, on réfléchit, on mûrit et puis on lance les opérations avec l'ordre de chacun, avec chaque commandement. On savait que la BAE était la plus forte des miliciens. Donc pour déstabiliser les miliciens, il fallait faire tomber la BAE. C'est tactique. Ça ne s'invente pas. Ça ne se ramasse pas au marché. Ça s'étudie ça. Et pendant 4 heures de temps, dirigé par mon adjoint, la BAE est tombée. Avec toutes leurs armes. Et nous avons pris le camp commando de Yopougon tout. Et on a sécurisé Andokwa. Et à grande surprise, vers 19h, on apprend qu'il y a une colonne qui arrive sur l'autoroute. On ne nous dit rien. On ne m'appelle pas pour me dire, IB, tes frères arrivent, ou bien tant. Rien. Parce qu'ils ont des grosses armes. Ils ont été armés par d'autres personnes. Ils arrivent.
Les éléments m'ont dit non, mais ils ont appelé Boué m'a appelé, il dit mais qu'est-ce qu'on fait? Nous on ne peut pas les laisser rentrer. J'ai dit non. Ne donnez pas l'occasion aux gens de dire que nous sommes responsables d'une bavure. J'ai dit laissez-les rentrer. J'ai dit je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Parce que ce n'est pas nos ennemis. S'ils viennent, ils ont peut-être une mission, mais je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Laissez-les rentrer. Sinon, ils ne pouvaient pas rentrer. Si l'armée ivoirienne et tous ces chars n'ont pas pu rentrer ici, ce n'est pas eux qui allaient rentrer par là-bas. Franchement. C'est une réalité. Nous les avons laissés rentrer. Ils sont rentrés en fanfare. Avec des cinquantaines de 4x4. Et les grosses armes dessus. Ils foncent directement sur le camp Agban. Ils foncent sur la télévision. Ils pilonnent pendant des heures, toute la nuit. Et le matin, ils sont fatigués. Ils n'ont pas atteint aucune cible. Les gens les ont laissés pilonner tactiquement. Et après, ils ont lancé la riposte contre eux. La débandade, ils ne connaissent même pas Abidjan. D'autres, c'est du village, ils sont venus, on les a habillés, ils viennent. Ils sont perdus. On les chasse jusqu'à sur l'autoroute. Ils retournent encore. Nous sommes obligés de prendre, allez-y, à la mairie. Plein de blessés, l'hôpital est plein de blessés et de morts. Est-ce que ça c'est normal de prendre les enfants des gens pour les envoyer à l'abattoir? Vous arrivez dans un village, il y a un chef de village qui est là. Le minimum, allez-y lui dire bonjour. Et puis lui dire, bon nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est le minimum. Mais non. Les messieurs tout puissants nous veulent nous écraser. Mais ils oublient que Dieu est derrière nous et que vous êtes derrière nous. Tactiquement, moi j'ai dit à mes hommes de replier. Nous avons pris le côté Yopougon, Andokwa et zone industrielle. Nous avons sécurisé ce côté. Et nos côtés habituels, notre base ici. Et on s'est mis en stand-by. On s'est mis à préparer nos troupes parce qu'on sait que la suite, ça ne sera pas facile. On s'est mis au repos en préparant nos hommes psychologiquement et nous les avons laissé le terrain. Comme ils sont venus pour libérer Abidjan, nous les avons laissé le terrain. Mais nous sommes où aujourd'hui? Des milliers de morts. Ils ne peuvent pas avancer. J'ai de faire ça. Chers parents, nous n'avons empêché personne. Nous n'avons chassé personne de la télévision. Ils n'ont pas pris la télévision, ils ont raconté à tout le monde qu'ils ont pris la télévision. Mais la vérité là, c'est fini toujours par sortir. Ils n'ont pas pris Agban, ils disent qu'ils ont pilonné, ils ont pris Agban. Agban est toujours là. Babou est toujours chez lui et il a la bouche. Il continue de dire ce qu'il veut. Je vous jure, si nos frères nous avaient consultés, ou bien si nos frères nous avaient laissé 48 heures, chers parents, je vous dis bien 48 heures, l'opération que nous avons lancée sur Yopougon, c'était tactique. 48 heures, je vous jure, Babou serait plus au pouvoir aujourd'hui. La base de Gbagbo, c'est les miliciens de Yopougon. C'est là-bas les grandes bases. On avait presque fini de neutraliser. C'était fini. C'était fini. Il n'y avait plus rien. Mais malheureusement, pour ne pas qu'on dise que c'est le commandant invisible qui a fait le boulot, qui a nettoyé le pays pour permettre au président Alassane Ouattara de s'asseoir, il faut gâter leur travail et venir voler la vedette. Mais Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge, mais malheureusement, ceux qui sont à la base de ça sont là, mais c'est nos pauvres enfants qui meurent. C'est ça le drame. Donc, pour raccourcir un peu mon discours, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de poste ministériel. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais discuté avec qui que ce soit pour un poste de chef d'état-major. C'est le dernier de mes soucis. Et 3, je n'ai aucun problème avec le président Alassane Ouattara. Il y a eu des élections. Il y a quelqu'un qui a été élu, c'est lui. Mais pourquoi moi je vais m'opposer à ce fait, au fait qu'il ne soit pas président? Pourquoi? Hier ou avant-hier, j'ai reçu les imams ici et les chefs du quartier. À leur présence,
j'ai composé le numéro du docteur Alassane Ouattara, ils sont là. Et j'ai mis sur haut-parleur. Devant eux-mêmes, j'ai parlé avec... Il était en réunion, donc j'ai parlé avec son aide de camp, le commandant Diarra-Souba. Dans nos causeries, ils ont compris qu'il y ait une affinité entre nous. C'est-à-dire on s'est parlé comme si c'était la routine. J'ai dit, si le grand frère finit, dis-lui de me rappeler parce que si il y a des vieux, ils vont lui parler. Il dit, il n'y a pas de problème. Je leur ai donné son numéro direct. Mais si tu ne parles pas avec quelqu'un, est-ce que tu peux faire ça? Je vous demande, gardez votre calme, gardez votre sérénité. Soyez nos interprètes auprès de la population. Dites-leur que nous, là, on n'est pas venus pour s'enrichir. On n'est pas venus pour piller la population. On n'est pas venus pour remplir nos maisons des choses qui ne nous appartiennent pas. On est venu pour vous protéger. On est venu pour vous aider à dormir tranquillement, à manger normalement, à aller au marché, à aller au travail sans être inquiété, à permettre à nos enfants d'aller à l'école normalement. Rien d'autre que ça. Que le bonheur de ce pays. C'est un pays riche. Un pays Donc vraiment, je suis très heureux, très à l'aise de vous parler. Vous voyez, c'est la première fois que je parle devant un grand monde comme ça. Je ne suis pas politicien, je suis militaire. J'ai l'habitude de parler devant ma troupe. Et chez nous les militaires, on a des règlements, on a des structures, c'est simple. Repos, garde à vous, colonne partant. Donc c'est classique. Mais c'est la première fois que je parle devant des parents, devant des frères, devant un grand monde comme ça. Mais je suis très à l'aise devant vous parce que je ne cherche pas les mots pour remarquer. Parce que je dis la vérité. C'est ce qui vient de mon cœur. Je n'ai pas besoin d'un papier pour lire. Je ne titube pas sur les mots. Je ne cherche pas. Je dis ce qui s'est passé. Je dis ce qui vient de mon cœur. J'ai honte de mentir. Parce que si je mens, ça va me rattraper. Je ne vais pas avoir honte demain. Tout ce que je vous dis là, je le dis devant Dieu. Je n'ai aucune mauvaise pensée contre qui que ce soit. On ne construit pas un pays, on ne construit pas une nation sur la rancœur. On ne construit pas une vraie nation sur la vengeance. Je pense qu'on a pris beaucoup de coups, c'est la vérité. On a perdu beaucoup d'hommes, c'est la vérité. On souffre, vous souffrez avec nous, c'est la vérité. Mais ce que je vais vous demander, je vous demande de pardonner. Je vous demande de pardonner, sans vengeance. Parce que je suis sûr d'une chose, le pouvoir va tomber. Le pouvoir va tomber. Je ne vous dis pas des jours, je ne vous donne pas d'heure, je ne vous donne pas de date. Parce que l'heure, la date, le jour appartient à Dieu. C'est lui qui a le temps. C'est lui qui sait à quel moment il faut faire ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il va tomber. Et nous allons le faire tomber avec le Donc je vous demande, ce que je vais vous plaindre entre un Burkinabé, un Malien et Ivoirien, nous sommes tous les enfants de Dieu. Pas de vengeance. Il faut éviter la vengeance. Il faut éviter
de tuer son prochain ou bien de faire du mal à son prochain. Ne vous rendez pas justice. C'est Dieu seul qui rend la justice. Si vous vous vengez, nous allons continuer de vengeance en vengeance. Si tu tues un tel aujourd'hui que lui se venge, demain quand tes enfants seront forts, ils vont se venger. Lui quand ses enfants seront forts, ils vont se venger. On ne s'en sortira jamais. Il faut pardonner. On a perdu des hommes, mais je pense que c'était leur temps. C'est parce que Dieu voulait qu'ils meurent à cette date-là. Sinon, ils n'allaient pas mourir. Moi, je prends un exemple palpable. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, qui a vécu pendant 30 ans sous l'effet de l'apartheid. Ils ont massacré des enfants, massacré des familles en Afrique du Sud, les Blancs. Aidés même par certains Noirs, les Zoulous, qui étaient manipulés par les Blancs contre l'ANC. Et leur leader a été pris, plusieurs de leurs leaders, en prison pendant 27 ans. Je vous dis, ce n'est pas 27 jours, ce n'est pas 21 jours pour moi là, c'est trop petit. 27 ans. Ce monsieur est allé jeune en prison et il est sorti vieux. Il n'a pas vécu. Mais quand il est sorti, ceux-mêmes, ces bourreaux, c'est-à-dire ceux-mêmes qui l'ont fait souffrir, qui ont tué son peuple, qui l'ont mis en prison, il a pris ces mêmes personnes pour dire, moi je veux faire une nation arc-en-ciel, c'est-à-dire une nation de paix. Ceux-là, il a passé des mois à convaincre ses collaborateurs. Je vais poser un acte, ça va vous faire mal, mais je vous demande pardon, suivez-moi. Si vous me suivez, vous allez voir le résultat positif sur le pays. Parce que la majorité de ses collaborateurs disaient, il faut coûte que coûte régler le compte de ces blancs. Parce qu'ils avaient la force maintenant, les noirs. Il a dit pas question. Il les a convaincus. Ça a même créé une dissidence au sein de leur mouvement. Mais il a eu raison. Il a pris ces blancs-là, il les a mis dans son gouvernement. Il a même nommé un vice-président. Il a nommé ministre de l'Intérieur. Les Declercq, tous ceux-là. Il appelait tout le monde. Il y avait Boutelesi qui était le traître, le Zoulou traître qui travaillait les blancs, qui l'a combattu. Il l'a mis dans son gouvernement. Il a rassemblé toute l'Afrique du Sud, Indiens, Noirs, Blancs, Métis, tout le monde. Il leur a dit, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Chacun doit venir dire ce qu'il a fait. Tu as tué ton voisin, oui j'ai tué mon voisin, mais je regrette aujourd'hui, je vous demande pardon. Non, oui, j'ai pillé mon voisin, j'ai fait souffrir, j'ai violé un tel, je vous demande pardon. Tout le monde est venu dire la vérité. Vieux comme femme, enfant comme jeune, tout le monde a dit ce qu'il a fait. Tout le monde s'est pardonné. Regardez l'Afrique du Sud aujourd'hui, elle s'envole. Elle est devenue la première puissance africaine. Une nation, la première puissance africaine qui organise en si peu de temps Coupe du Monde. Et bientôt ils vont organiser les Jeux Olympiques. C'est ce que nous devons faire en Côte d'Ivoire. Celui qui a été élu doit travailler dans ce sens. Et nous qui sommes proches du peuple, nous qui sommes en position de défendre ce peuple, nous qui sommes militaires, qui avons les armes à la main, c'est nous qui devons vous dire qu'il faut pardonner les autres. Parce que c'est nous qui pouvons facilement faire du mal. Mais nous qui avons les armes qui pourront faire du mal, on vous dit non, il faut pardonner. Donc il faut pardonner. Il ne faut pas vous venger, je vous en prie. Voilà un peu le message que je voulais vous faire passer. Et que je n'ai aucun problème avec le docteur Alassane Ouattara. Et que je ne poursuis pas un poste présidentiel. Ma mission là, c'est de vous protéger. C'est de faire de telle sorte que personne ne vienne vous faire du mal. C'est de faire de telle sorte que cette Côte d'Ivoire là retrouve la paix. C'est de faire de telle sorte que cette Côte d'Ivoire là retrouve les voies de la démocratie et de la liberté. Et nous allons arriver coûte que coûte, quel que soit le prix. Je vais m'arrêter là pour sincèrement vous demander pardon pour l'incident qui s'est passé pendant mon discours. C'est vraiment difficile. J'avais l'image de voir tous mes frères d'armes qui sont tombés devant moi. J'avais l'image de la barbarie, de la souffrance du peuple. C'est ce qui m'a fait couler les larmes. Sinon, même quand ma mère est décédée et mon père est décédé, je n'ai même pas coulé les larmes parce que c'était dur.
j'ai pas vu leur corps, j'ai pas vu leur tombe. Mais j'ai dit tout ça, c'est la volonté de Dieu. Tout le monde a pris des coups. Si moi je pardonne, ça fait 10 ans que j'étais en exil. 10 ans. 10 ans, je n'ai pas vu mon pays. 10 ans, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma femme. Ils sont de l'autre côté du bout, je suis là. 10 ans. En train de me battre comme je peux. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que Dieu est merveilleux. Mais 10 ans, je n'ai pas dormi un jour avec la faim. Ça, c'est pas Dieu, ça. Donc, sachez que tout Ivoirien que nous sommes, tout grand pays qui vit avec une crise, il faut s'attendre que ce pays-là a un avenir meilleur. C'est comme ça. Toute grande crise se termine par un grand bonheur. Ne désespérez pas. Faites confiance à Dieu. Faites confiance en vous-même. Ce pays-là, il est riche. Il est beau. Il y a tout. Dieu aime ce pays. Ce pays va se développer. Je sais qu'en 10 ans, ça serait un grand pays émergent. En 20 ans, ça serait un pays riche, développé. Mais ce pays a besoin de nous tous. Ce pays a besoin de notre pardon, de notre solidarité, de notre amour, pour qu'elle puisse prendre son envol. Et je compte sur vous. Et que Dieu vous bénisse. Donc, comment t'as fait pour chaya? Parce que dans le cachet là. Donc, à quand comment chaman fort? Comment finir? Moi, quand que tu es pour les femmes, moi, il y a comment t'as abonné à ta part. Yo, encore toi, t'as comment nous foignana? Car là, t'as marqué. Oh, les n'est pas de question B. Après le départ de Laurent Gbagbo, est-ce qu'il n'y aura pas un conflit entre nos frères des forces nouvelles et nous? Je te rassure qu'il ne peut pas avoir de conflit. On est là pour la même cause. Il peut y avoir des distensions de compréhension, mais je pense que l'âge que nous avons, le temps que nous avons parcouru nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Il est temps que nous mettions ensemble, nous fassions une fusion pour créer la nouvelle armée. Et nous sommes dans cette voie-là. Il ne peut pas avoir de problème. Voilà. Si on réfléchit tous, si on est tous d'accord que c'est le président élu qui va prendre le pouvoir, il ne peut pas avoir de problème. Maintenant, s'il y a des idées obscures pour certaines personnes qui vont peut-être se lever pour dire que comme la situation est un cafouillaille, voulant prendre la place, ou bien voulant éliminer Alassane, ils verront des garçons devant eux.